Si je m'en allais t'attendre, La joke était là, c'est comme bon. Hey, on se le cache pas, là. Ça va brasser fort, t'es mieux pas. Ça a passé très vite. On s'est vite en crise, hein? Oui, c'est sûr. Mêlés du sport sont les juges de ligne à soir. Bienvenue à l'épisode numéro 3 des Mêlés du sport. Mon nom est Phil Denis, en mode grosse douceur aujourd'hui avec mon chandail mauve du Pile-Mile. Je me sens un peu comme l'ancienne mascotte des années 90 du McDo, grosse douceur. Avec DJ Fontana, Chin et Chap dans la place. Salut les boys, comment ça va? Salut mon Phil, Phil. ça va. Ça va bien. Vous remarquerez cette semaine que DJ Fontana a ajusté l'éclairage pour ne pas qu'on voit ses blessures de guerre. Hugo, qui a subi un grave accident de ski, n'a jamais vu le jump arriver. On appelle ça un wide-out, hein, c'est ça, je pense, Hugo? En tout cas, j'ai recommencé 10 minutes plus tard, c'est ça d'important. Fait que, Oh, mais il en manque des bouts, par contre. Chin, Chap, bienvenue dans l'épisode numéro 3, les boys. On a eu du fun avec Jean-Gab et avec Marc-André Barrio, hein, les deux premiers épisodes. Super. Je vous rappelle que les épisodes sont en ligne. Si jamais vous les avez manqués, l'épisode numéro 1 avec Jean-Gab, 2 avec le combattant du UFC, Marc-André Barrio, sont sur notre chaîne YouTube. Je pensais pas avoir autant de fun que ça à jaser de curling avec notre invité de cette semaine, parce que ni DJ Fontana, ni Chin, ni moi, on est des joueurs de curling. Le seul gars de curling, qui tu connais dans la vie qui a une casquette de curling à part Chap? on veut juste clarifier, c'est Claude le magicien, selon ce qu'on a appris. Ouais. Le magicien du curling. Ça a l'air que t'es un king du curling, Chap, pour vrai. Je suis pas un king de curling, je suis un magicien. C'est autre chose. Okay, parce que tu disparais vite après la game pour aller bien dans le parking. C'est ça que ça veut dire. Si t'étais un magicien, j'étais un pro d'abord, là. Ouais, parce que on a appris dans le podcast qu'il y a eu une compétition entre Chin et Chap et Chin a eu le dessus. On aura des détails là-dedans, mais ouais, ça a l'air que t'as le bouton dans l'œil, Chin, ça a l'air. Puis c'est pas un jeu de mots parce que t'as quelque chose ici. Là, Non, mais tu sais, Chap, c'est un adversaire compétitif, mais moi, j'aime ça la compétition. Je performe à la compétition. T'es un gars de pression. Hey, on se le cachera pas, les boys. On dirait, c'est moi où le curling est un sport qui est reconnu dans l'ouest du pays, dans l'est, je veux dire, du côté anglo, que ce soit dans des prairies, des rocheuses ou des maritimes, ça tripe curling. Au Québec, la culture curling est pas encore super bien établie. On a posé la question à notre invité de cette semaine, Jean-Michel Ménard, pourquoi, selon lui, ça pogne peut-être moins au Québec? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'on en parle juste quand vient le temps des Olympiques, qu'on n'en parle pas à l'année, quand pourtant on a plein de gros talents ici chez nous? Fait qu'on lui a gentil de ça, entre autres, et il fallait qu'on parle de party. Hein, Fontana, DJ Fontana in the house, t'es un gars de party. Ouais, c'est une affaire que je suis pas bon, c'est le curling, probablement. On l'a jamais essayé, mais ça, je sens que l'après-curling comme l'après-ski, je suis sûr que ça serait parfait. Man. T'es un gars de 5 à 7, toi. Chap aussi, il est bon là-dedans. Mais moi, je suis bon là-dedans, puis c'est pour ça que je me suis fait bien des amis au curling, parce que je m'accotais au bar, puis je vais dire de quoi, tous les gens de curling étaient bien contents de me voir franchir la porte parce que c'était payant pour eux autres. La rumeur dit qu'ils ont payé leur dernier voyage au championnat mondial avec les consommations que Chap a pris en une seule soirée, c'est pour vous dire. T'sais. C'est ça, tu les as financés, là. Chin, stratégie, toi, dans ta vie, ça t'a amené à poser des questions stratégiques à notre invité d'aujourd'hui, hein? Ben, moi, c'est sûr que ça m'intrigue, mettons, la préparation puis toutes les stratégies qu'il faut pour compétitionner contre l'autre équipe. Fait que on a posé ça à Jean-Michel, puis vous allez voir les réponses. Puis on lui a posé une couple de questions sur le pourquoi il avait pris une pause. Là. Il avait décidé de prendre une pause 2-3 ans, puis il va nous expliquer clairement pourquoi. Fait que avant de lancer ça, DJ Fontana nous a dit « Hey les gars, j'ai une surprise. Moi, je veux dire le dernier point avant de closer l'open du podcast. Là, vous allez voir, ça va être malade. Je veux pas te mettre de pression, mais si ça chie, c'est de ta faute. » Non, mais théoriquement, là, on l'a dit tantôt, là, c'est parce que là, la porte était ouverte, puis je l'ai dit, c'est parce que c'était Claude le magicien, c'était ça, le point que je voulais dire. Mais là, Twinkle Toe, là, tu sais, c'est comme, on sait pas, regarde.
Continuez de nous suivre sur nos différentes plateformes, autant sur Facebook que sur Instagram. Allez liker, partager, allez donner vos commentaires qui vous voulez voir pour nos prochains podcasts. Pour notre invité d'aujourd'hui, pour jaser curling avec nous, c'est pas n'importe qui, champion québécois à 9 reprises, 11 fois participant au Brier, le plus gros championnat au Canada de curling qu'il a remporté en 2006. Ça fait 15 ans ce mois-ci qu'il a remporté le Brier. Fait qu'on lui en a jasé, bien sûr. Médaillé d'argent au championnat du monde de curling en 2006. Un gars originaire d'Amos, mais qui est venu s'établir ici très jeune. Notre invité d'aujourd'hui pour parler curling dans les mêlées du sport, Jean-Michel Ménard. Fait que ça va être belle fun aujourd'hui de jaser curling, un sport que ni DJ Fontana, ni Chin, ni moi-même, Phil Denis, pratiquons. Une chance que Chap va être là pour nous aider aujourd'hui avec notre invité qui va être là pour nous en jaser. Jean-Michel Ménard qui est avec nous autres. Salut Jean-Michel. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation de jaser d'un sport peut-être un peu moins connu, du moins par une couple des boys ici dans le podcast. Fait que d'avoir un pro comme toi de venir nous en jaser, c'est vraiment apprécié. Mais avant de tomber vraiment dans le crunch du sport en tant que tel, t'es un gars originaire de l'Abitibi, c'est ça, d'Amos, si je me trompe pas, puis c'est la job, toi, qui t'a amené ici en région, initialement. Ben, mes parents sont originaires de Hull, puis à la suite de la fin des études universitaires de mon père, il a eu l'occasion d'aller travailler. Là, mon père, c'est un ingénieur électrique pour une compagnie là, qui sous-contractait, un contracteur électrique en Abitibi. Donc, il a déménagé là-bas en 75, je pense, puis bon, c'est ça. Bon, ça, je dis mon âge indirectement. Là. Donc, c'est ça. Donc, je suis né à Amos, puis j'y ai habité, là, je vous dirais... jusqu'à la fin de mon secondaire, j'ai été faire mon cégep puis mon université à Québec par la suite. Puis mes parents, là, eux autres, ils ont déménagé sur la rive sud de Montréal en 96, donc 20 ans après. Puis ce qui m'a ramené dans la région, ben j'ai eu encore de la famille ici. Tu sais, on venait souvent l'été. Puis en finissant l'université, j'ai eu l'occasion d'avoir un travail, si on veut, dans mon domaine d'études, en relation de travail, relations industrielles. Mm-hmm. J'avais été embauché pour la papetière à Gatineau. Là. Ça s'appelle Résolu maintenant. Là. Dans le temps, c'était Bowater. Ouais. Et puis là, tu es rendu là, parallèlement à ta carrière professionnelle de curling. Tu travailles, tu es un fonctionnaire fédéral, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai travaillé, je suis arrivé dans la région en janvier 2001. J'ai travaillé un peu plus que 5 ans chez Bowater, puis j'ai eu l'occasion là, de joindre le fédéral en 2006. En fait, j'étais au championnat canadien, puis je pense que c'est la veille qu'on joue la finale, j'ai eu mon offre pour commencer au fédéral quelques semaines après. Fait que comme tout est arrivé en même temps. Puis là, dis-moi, fonctionnaire fédéral, Ottawa, Gatineau, t'es de quel côté de la rivière? Ben, présentement, ça n'importe peu. Tout le monde avec le télétravail, mais... En farce, techniquement, je travaille, les bureaux sont situés sur la rue Albert à Ottawa. Ouais. Mais même avant le contexte pandémie, moi, je travaille 3 jours semaine à la maison, puis 2 jours au bureau. Comme je disais, je travaille en ressources humaines, relations de travail, puis je fais affaire avec plusieurs petits ministères, donc qui sont situés dans d'autres provinces. En Iqaluit, Nunavut, Yukon, puis tout ça. Fait que, tu sais, le fait d'être nécessairement au bureau, c'est pas nécessaire. Je peux tout faire mon travail de la maison. Non, mais j'essaie de faire un lien parce que je me disais, tu sais, le Pile Mile, Vieux Hall, il y a beaucoup de fonctionnaires qui, sur l'heure du lunch, ramassent à venir manger des ailes, des burgers, club sandwich. Toi, c'est pas le cas si tu es en télétravail souvent. D'où vient ton lien avec le Pile Mile? Comment tu as découvert la place? Ben, moi, je suis plus un gars de 5 à 7, dans le fond. Donc, on va y aller après. OK. Et, ben, je te dirais vraiment, le Pile-Mile, où j'ai commencé à y aller puis avoir plus d'intérêt, c'est vraiment en raison de Chap, qui est un ami puis un joueur de curling. Claude. Je trouve que c'était un peu trop solennel. Tu sais que je l'ai connu pendant 2 ans, j'ai jamais su qu'il s'appelait Claude avant que quelqu'un me le dise. Je me suis dit, c'est Claude. Donc, c'est ça. Fait que, quand tu connais quelqu'un qui est un ami qui est dans une business comme ça, on dirait que de facto, tu es comme plus intéressé là, à vouloir y participer et tout ça. Puis là, d'un matin, Chap Chin font un trio, là, le nouveau Jean-Michel Ménard. Qu'est-ce qu'on met sur le menu? Là, si tu avais un trio à ton nom, c'est quoi ton go-to food quand tu vas manger au Pile Mile?
Ben, écoute, moi, il y a une journée qui m'a marqué. On a été au Super Bowl là, il y a 2 ans, là, quand c'était la finale, je pense, les Patriots contre les Rams. Ça a fini 9-6. Oui. Ça, on payait, puis en tout cas, il y avait de la bouffe à profusion. Là. Puis cette journée-là, les wings avaient été incroyables. Puis je m'en suis toujours rappelé, puis je pense que je l'ai dit une couple de fois à Chappé. Il dit ça, je ne sais pas quoi les épices que vous avez mis dans les wings, là, mais ils étaient solides. Fait que moi, un trio là-bas, là, je dirais avec des wings, des rings, puis des cheese sticks. Oh, OK. Ouais, bon petit trio, ça. Bon petit trio, les gars, c'est noté, ça. Oui. On le Bon, prend, fait que là. là, notre bout à chin à Fontana et à moi est fini parce que là, on rentre vraiment dans le creux du sujet du curling. Là, c'est là qu'on ne sait plus de quoi on parle. Mais il y a quelque chose, par contre, que je sais, c'est que ce mois-ci, tu célèbres un anniversaire quand même vraiment important. 15 ans depuis la conquête du Brier. Au lendemain de ton annonce de ton de ton embauche, tu devais triper, tu devais être un méchant nuage un peu. Raconte-moi un peu. Oh, et Phil là, de Phil, couper. Denis, Phil, il va s'est mis falloir- sur mute. Les Ouais, joies de on la se répète ta question. Hey! Fait que je disais, ouais, ok, fait que Hey, je j'avais suis- peur que ça serait moi qui fais cette erreur-là. Oh, dites On a souris laissé ça digitale. au pro de la radio après. Ouais, c'est ça. Je fais de la radio d'habitude. Hein. Fait que non, en gros, je disais, raconte-moi comment ça s'est passé là, dans les mois, les jours qui t'ont amené jusqu'à la conquête du Brier en 2015, qui a quand même été un exploit. Là. 2016, oui. Oui, excuse-moi, oui, 2006, le 15e anniversaire 2006. Ouais. 2006, Ouais, ouais. 2006. Ben, c'est ça. Écoute, ça a commencé, là, je vais essayer là, d'être assez rapide là, pour vous expliquer un peu le cheminement. Donc, il y avait le championnat provincial, puis cette année-là, c'était à Sept-Îles. Oh boy. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, au mois de février, là, Gatineau, Sept-Îles en auto, c'est pas nécessairement l'idéal. On avait même pris l'avion pour aller au championnat provincial. Puis, quelques jours avant qu'on débute la compétition, l'épouse de notre entraîneur était malheureusement en phase terminale de cancer. Il n'avait pas pu venir avec nous autres et était décédé. On est arrivé là-bas. Là. C'est comme dit, je pense, on va jouer ça pour Michel. Michel, c'était notre entraîneur. Puis on a eu une belle semaine. Puis on a remporté ça. Puis après ça, quand on s'est qualifié pour le championnat canadien, qui était 3 semaines après, là, on a demandé à notre coach, écoute, Mike, tu te sens-tu mentalement prêt à vouloir venir avec nous autres pour te changer les idées ou on va respecter des décisions, c'était mieux rester à la maison avec ta famille puis faire votre deuil. Il dit non, je veux y aller, ça va me faire du bien. Donc, on arrive là-bas. Puis en arrivant là-bas, la façon que ça fonctionnait, le Brier, dans le temps, c'est que tu avais un représentant par province. L'Ontario, pour une raison historique, qui est scindé en deux, donc le nord de l'Ontario et le sud de l'Ontario. Puis tu as un représentant pour les 3 territoires. Fait qu'il y a 12 équipes, puis tu joues un tournoi à la ronde. Fait que tu joues contre tout le monde. Puis on arrive là-bas, puis avant d'arriver là-bas, on reçoit l'information, les équipes qui vont être là. Je veux dire, on avait champion des Jeux olympiques de 2002. Celui qui allait devenir les champions des Jeux olympiques de 2010, Kevin Martin, il avait déjà fait 2 fois les Jeux olympiques. Jeff Stoughton, il avait déjà gagné 2 fois le Brier. Mark Dacey avait gagné le Brier. Ainsi de suite. La compétition. Oui, c'était assez solide. Fait que là, on s'est dit, ouais, OK, on va en avoir plein de bottes. Mais on avait une bonne saison, honnêtement. Puis, notre but, c'était que le Brier, de façon, quand tu as fini le tournoi à la ronde, les 4 meilleures équipes accèdent à une ronde de championnat, si tu veux. Puis on s'est dit, nous autres, on va essayer de se qualifier pour la ronde de championnat. Ça ne sera pas facile, là, mais c'est notre but, puis c'est potentiellement accessible. Puis on a commencé le tournoi. De façon assez bizarre, notre première partie, c'était contre l'Ontario, Glenn Howard. Peut-être que ça vous dit de quoi, c'est un des plus grands joueurs de l'histoire. Puis en fait, c'était lui qu'on va avoir éventuellement affronté en finale. Fait une des bonnes équipes en commençant, ça n'a pas trop bien commencé. Pas confiance pour le reste. Je veux dire, on ne s'attendait pas nécessairement de gagner contre ce joueur-là, mais on avait quand même historiquement une bonne fiche contre lui. Ça n'a pas bien été. Tranquillement, plus la semaine avançait, plus qu'on était confortable, puis on s'installait dans notre mojo, si on peut dire. Finalement, tout ça pour dire qu'on finit le tournoi à la ronde en 2e position, puis on accède à la ronde de championnat. Puis, gagne la semi-finale, puis on se retrouve en finale justement contre M. Howard. Puis, il était solide cette semaine-là, il était quasiment intouchable.
Puis en ronde de championnat, avant d'accéder à la finale, on avait rejoué une autre fois contre lui, puis on avait encore perdu. Fait que là, on arrive en finale, puis tu sais, tabarouette, Glenn Howard, perdu 2 fois contre. J'étais un petit peu découragé la deuxième fois qu'on avait perdu contre. Puis un de mes amis, Pierre Charette, qui est un très grand joueur de curling dans le temple de la renommée, il dit, tu sais, GM, je suis content que tu aies perdu les 2 premières games contre Howard. Là, il dit, ouais, méchant chum, ça. Il dit, je sais que tu as du succès contre lui d'habitude, mais il joue tellement bien cette semaine là, qu'il n'y a personne qui peut le battre 2 fois. Fait que tu as perdu ces 2 fois, tu as joué une 3e fois, tu as ta sniff de le battre Brett, là. Mais toi, t'es comme Tom Brady cette année. Là. Lui, là, il a affronté Drew Brees 2 fois, il se fait clencher les 2 fois, puis là, rendu dans les playoffs, boum. Exactement. Toi, t'attendais de time to shine, c'est ça. Ben, je sais pas si on attendait ça, mais au moins, je veux dire, dans la tête, tu dis, il a perdu 2 fois contre, puis ça n'a pas nécessairement toujours bien été. Mais là, quelqu'un qui dit ça de même, il dit, ouais, c'est vrai, le gars, là, il joue bien en tabarouette cette semaine. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le battre 2 fois, mais tu sais, le curling, c'est pas comme un 4-7 au hockey. La finale du Brier, c'est une game. Une game. Tu as beau être le meilleur, pas avoir perdu une game. Si tu perds la finale, tu perds. Puis, c'est ça. Lui, il avait fini, je pense. Il était 11 victoires, 1 défaite avant d'arriver en finale. Nous autres, on était 8 et 4. Fait que, tu sais, on arrive en finale. Bon, lui, il a l'avantage, ce qu'on appelle la dernière pierre du marteau. C'est un avantage significatif au curling. Premier bout, on arrive, on y vole 1 point. Deuxième bout, avec cataclysme pour lui, il se fait voler 3 points. Fait que c'est rendu 4-0 pour nous autres. En partant. En partant. Mais là, c'était pas une position qu'on était habitué. Qu'on s'attendait à vivre en finale. C'est ça. Pour ton game plan. Faut pas que je fasse telle erreur, faut pas que je fasse ci, faut pas que je fasse ça. Là, d'un coup, après 2 bouts, tu passes à je veux une game serrée, parce que c'est à la télévision, hein, bien entendu. Je ne veux pas se faire planter devant tout le monde à la télévision nationale. À 4-0, quand tu joues du curling de compétition, c'est quand même une bonne avance. À je veux pas être celui qui va avoir blow it up. Ben oui. Ah ouais. La légende, là, tu sais. La pression à shift est comme, même si c'était pas sur nous autres, tu sais, je m'en mettais un petit peu. Là, ouais, comment on va gérer ça? Il restait encore une bonne partie au match. Là. C'est-tu là que tu as appelé Chap pour des conseils? Oh boy! Alors, ça, bien fait de pas m'appeler. On finit le match, puis finalement, on gagne. Écoute, c'était la première fois que le Québec gagnait depuis 1977. Le monsieur qui avait gagné en 1977, Jim Russell, c'était un travailleur manitobain qui travaillait pour Air Canada qui avait été transféré à Montréal. C'était pas comme un Québécois d'origine. On était comme la première équipe du Québec à avoir gagné le Brier, si on veut. On s'y attendait pas, mon ami. Ça a été le party ce soir-là. Là. Je t'en passe un papier. Là, après la finale, les journalistes viennent nous voir. Hey, félicitations, félicitations. Savez-vous, il est où le championnat du monde? Juste te dire à quel point, je veux dire, je t'ai demandé sur le moment. J'avais aucune idée c'était où. Fait que là, elle me dit, là, dans ma tête, ça roulait. Hey, en Écosse, qui était un endroit classique pour le curling, Suède, Norvège. Non, on fait ça en brun. Lowell, Massachusetts. OK. Ça veut dire, ça a été plus long d'aller au championnat provincial à Sept-Îles que d'aller au championnat du monde qui était à Lowell. Là, méchant party après, oui, ça a dû. Tu sais, c'est un peu comme. On peut-tu comparer ça à une Coupe Stanley? Je veux dire, j'ai l'impression qu'en haut de ça, ben oui, il y avait le championnat du monde après, où on s'est quand même rendu, mais je veux dire, t'as dû te sentir comme dans une game numéro 7, justement, du fait que c'était pas espéré, on souhaitait juste se classer, puis là, finalement, tu gagnes de façon un peu imprévue. Les sentiments ce soir-là, le party a dû lever pas à peu près, ouais. Oui, bien, tu sais, juste pour mettre un peu en contexte, pour les gens qui ne connaissent pas le curling, en 2006, ça a peut-être changé un petit peu la démographie maintenant, là. 90 à 95% des curlers de la planète viennent du Canada. Mais quand tu vas au championnat du monde, il y a une seule équipe du Canada qui y va. Fait que gagner le Brier, c'est même plus prestigieux que gagner le championnat du monde. Il y a des joueurs contre qui on a joué au championnat du monde, tu sais, veut dire, c'est un des événements qui est télévisé. Les amateurs de curling, que tu viens de la Norvège, l'Écosse, des États-Unis, ils suivent le Brier, ils nous disent, maudit, vous êtes chanceux de jouer ça.
Dans ces années-là, 2005-2006, on jouait dans les arénas des équipes de la Ligue nationale. Saddledome, Rexall Place. Quand tu arrivais vers la fin de la semaine, là, je me rappelle, il y a une partie, on avait joué en Edmonton. C'était 15 000 personnes dans le Rexall Place, l'ancien Northlands Coliseum, pour regarder du curling. Là. Même les upper decks étaient pleins. Tu arrives au championnat du monde, 1000, 1500, 2000 personnes. Fait que c'est juste le feel qui est totalement différent de ce que tu peux même t'imaginer. Sais-tu pourquoi au Québec, le curling a l'air beaucoup moins représenté que dans tout le Canada anglo, que ce soit dans l'Ouest ou dans les Maritimes? Il me semble qu'au Québec, il n'y a pas cette culture-là du curling qui est aussi bien implantée que du côté anglophone. Y a-t-il une raison pour ça ou y a-tu... C'est une question que je me pose depuis des années, mais tu as tout à fait raison. C'est pas la même chose. Je sais pas si c'est... Tu sais, je veux pas le curling, je pense que c'est un sport qui est un peu plus vu de connotation anglophone. Fait que ça pogne peut-être plus dans l'Ouest. Dans le temps, c'était très populaire là-bas parce que les fermiers travaillaient l'été. Il y avait beaucoup de fermiers l'hiver. Tu as du temps en masse pour jouer au curling. Québec, ben, tu sais, je pense que cette histoire, tu sais, les Canadiens, c'est comme la religion au Québec. Ça ne veut pas, ça attire toute l'attention, puis il y en a moins pour un sport comme le curling. Tu sais, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quand même du bon produit, là, des bons joueurs pour la quantité de personnes qui jouent. Si tu faisais un ratio au nombre de joueurs élites au nombre de joueurs complets qui jouent de façon régulière au curling, t'sais, on n'a pas beaucoup de super bons joueurs, mais le ratio est pas mal similaire que si tu prends des provinces où c'est pas mal plus populaire. Justement, Jim, j'aimerais ça que tu me parles. Pourquoi tu as commencé à jouer au curling? C'est quoi la raison? Puis je sais que tu as joué avec ton frère, fait que vous avez un de tes frères, là, vous avez les deux la piqûre. Là. Peux-tu m'expliquer ça un peu? Oui, bien, c'est ça. Moi, chez nous, on est 5 enfants, je suis le plus vieux. Puis mon frère le plus jeune, Philippe, il a 10 ans de moins. Mon père, comme je vous ai dit, il travaillait dans une compagnie contracteur électrique. Dans le temps, souvent, il était appelé à faire des contrats à Bay James. Fait qu'il avait à partir 4-5 jours à Bay James. Ma mère se retrouvait toute seule avec les 5 à la maison, la pauvre. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que le hockey, quand t'es jeune, tu te levais à 5 heures le matin pour aller attacher tes patins. Moi, j'ai 10 ans, ça veut dire que mon jeune frère, il a 3, 4, 5 mois. Pas sûr. Mettons que mes parents ne ont pas trop poussé à aller là-bas. Mais ils jouaient la semaine dans des ligues de curling. Puis des fois, écoute, donner un break à, tu sais, je veux dire, mon père qui s'en va jouer, là, il disait, bon, on va emmener 2 plus vieux, là, il nous assisait en arrière des glaces, on achetait un chip et un liqueur, là. Fait qu'au moins, ma mère à la maison, elle en avait 23 à gérer. Les 2 autres fafouins, mais nous autres, on était assis en arrière, puis on faisait ça de temps en temps. Puis je trouvais que ça avait l'air le fun, honnêtement. Puis à un moment donné, mon meilleur ami, quand j'étais plus jeune, son père, c'était un des grands joueurs de curling à Amos, puis il m'avait dit, « Hey, Jean-Michel, après l'école, il y a une ligue étudiante. Tenterais-tu de venir essayer ça avec moi? » J'avais parlé à mes parents, puis eux autres trouvaient que c'était une bonne idée. Tu sais, dans le fond, tu fais ça après l'école, on s'en allait super à la maison. Fait que c'était comme logiquement simple pour eux qu'on puisse participer à ce sport-là avec notre contexte familial, si on veut. Fait que, j'ai commencé là-dedans, c'était pas le meilleur. Écoute, la première fois que je suis embarqué sur une glace de curling, j'ai fait l'erreur de tout curler. Tu as un pied qui glisse, puis tu as un pied qui est antidérapant. Avec la loi de la logique te dit que tu embarques sur la glace en mettant ton pied qui est antidérapant. Et après ça, mettre le pied qui est glissant. Et moi, j'ai commencé ça, mon ami, avec le pied qui glisse. L'autre pied, avec tes sacrés le temps. Ah, j'avais pas réalisé ça, que c'est vrai, ça prend un soulier qui. La preuve qu'on joue pas pantoute, j'avais pas pensé que ça prend un soulier qui est antidérapant. Ouais, fait que disons, ma rencontre avec le curling a été marquante. Tu l'as eu en pleine face en partant. Chance qu'il n'y avait pas 15 000 personnes dans les estrades comme tu parlais tantôt, ça aurait été beau. Non, ça aurait fini là, je pense. Fait que là, tu commences, tu grimpes là-dedans, tu rentres dans une ligue amateur, étudiante, tu grimpes un peu les échelons tranquillement pas vite pour te rendre à une carrière professionnelle. Le saut se fait quand entre la carrière amateur et professionnelle? Ben écoute, j'ai quand même une bonne carrière junior. Le problème, c'est que je n'ai jamais vérifié, mais ça doit être proche d'un record canadien. J'ai perdu 4 fois le dernier match pour représenter le Québec au championnat canadien junior. Bon, après 1 fois, 2 fois, 3 fois, j'ai mes coéquipiers qui ont dit « Moi, j'arrête l'année de perdre. » Moi, continue. Finalement, j'ai gagné 1 fois en 96, ma dernière année junior. Probablement, c'était l'année où j'avais la moins bonne équipe, mais à l'université, bon, on n'avait pas de pression, on a décidé de jouer.
On a participé au championnat canadien, puis ça m'a donné la piqûre. J'ai dit, là, tu sais, c'est bien organisé, c'est le fun, je veux continuer. Après ça, j'ai continué en mix, qui est 2 gars, 2 filles. Puis, j'ai été en 2001, puis j'ai gagné le championnat canadien mixte. Donc, la première équipe du Québec aussi a gagné cet événement-là, ce type de compétition-là. Puis là, je me suis dit, Caroline, mon prochain niveau, là, je veux essayer d'aller au Brier. Je regardais cette Brier, c'est le championnat canadien. Je regardais ça à la télévision depuis que j'étais tout jeune et j'en rêvais. Là. J'ai toujours mis les efforts là-dedans. Puis en 2004, 2 ans avant d'aller au Brier, j'ai eu l'occasion de me joindre à la formation de François Roberge, qui éventuellement allait donner mes coéquipiers avec qui j'ai gagné le Brier. Il y avait un de leurs joueurs qui quittait l'équipe pour des raisons familiales, des jeunes enfants. Puis les boys m'ont demandé d'embarquer avec eux autres. Puis pour gagner au curling, il faut que tu aies 4 personnes qui sont passionnées puis qui veulent, tu sais, qui en mangent, si on veut, là. J'avais toujours eu des bonnes équipes, mais tu sais, pas tout le monde qui avait les mêmes visions ou vouloir mettre le même intérêt. Mais quand je suis arrivé avec eux autres, on était les 4, là, qui étaient la même passion, on rentrait là, dans justement, tu parles de passion, JM. J'aimerais ça que tu expliques comment que tu fais pour avoir des revenus au curling. Est-ce que c'est possible de jouer au curling professionnellement puis juste gagner sa vie avec ça? J'aimerais ça que tu expliques comment ça fonctionne pour la rémunération. Bon, OK. Dans mes belles années, quasi impossible. Maintenant, ça l'est un peu plus. Je vous dirais que les Jeux olympiques de 2010 à Vancouver, ils ont donné une belle exposure au curling. Le gouvernement, un peu dans le temps, il avait investi beaucoup d'argent dans Sport Canada pour ça s'appelait le programme, je pense, c'était On the Podium, pour vraiment maximiser les chances que nos athlètes puissent avoir le plus de médailles possible, considérant que les Jeux olympiques étaient à Vancouver. Mm-hmm. Puis écoute, il avait mis beaucoup de funding, puis ça a vraiment permis aux équipes de curling là, de monter, si on veut. Puis maintenant, je veux dire, il y a des bourses qui sont disponibles, mais le gros, si on veut, là, des revenus d'une équipe de curling, c'est les commanditaires. Ou tu avais peut-être en 1900, pas 1900, mais en 2005, quand je jouais, je pense qu'il y avait une équipe qui faisait 100 000 de commandites. Ça, c'est l'équipe, ça. L'équipe. C'est en 4. C'était en 4, plus tes bourses, tes revenus. Fait que la plupart du monde, ils ne pouvaient pas vivre du curling. Okay. Maintenant, tu as environ 3, 4, 5, 6 équipes qui sont proches des 200 000 de commandites. Okay. Plus tu as plus de tournois maintenant qui sont télévisés à la télévision, puis des tournois avec de l'argent en bourse, que si tu gagnes, tu peux faire, je pense, c'est 40, 50 000. C'est rien comparé au hockey, au baseball, au basket. Mm-hmm. Mais ça permet, je te dirais, à quelqu'un qui sort de l'université, qui n'a pas nécessairement une grosse carrière professionnelle d'entamer, s'il va fond de train dans le curling, tu sais, il peut vivre correct là, jusqu'à temps qu'il prenne sa retraite. Tu sais, je t'écoutais parler depuis tantôt, puis tu parles de il faut que les 4 soient passionnés, il faut que les 4 soient là ensemble, mais bizarrement, quand tu parles de tes succès, tu parles de tes succès contre un gars et son équipe, tu sais, une personne et son équipe. Le curling, c'est-tu le sport d'une personne? Ou c'est, parce qu'on a l'impression qu'il y a un gars qui pitche la pierre, puis après ça, les autres, ben, ils balayent sous les commandes du gars qui a lancé la pierre. Je veux dire, on peut-tu remplacer n'importe qui peut balayer n'importe quand? Est-ce que c'est juste le lanceur de pierre qui est l'important là-dedans? Ouais. Ben écoute, ça, c'est une des choses que je trouve triste au curling. C'est souvent, tu vas voir, bon, l'équipe du skip Jean-Michel Ménard a remporté ses 2 parties aujourd'hui. Mm-hmm. C'est ça que tu lis dans les journaux ou que tu entends dans les médias, mais tu as une équipe en arrière de ça, tu as 3 joueurs, puis tout le monde a ses mêmes responsabilités. Chaque équipe lance 8 pierres. Chaque joueur lance 2 pierres. Moi, j'en lance 2, là. Ça veut dire que mes 3 boys, ils en lancent 2 aussi, là. En bowling, on gagne. Oui, je lance les 2 dernières, mais si mes 3 amis avant, ils n'en réussissent pas, là, avez-vous m'appeler Saint-Joseph, je ne gagnerai pas ma partie non plus. Mais vraiment, là, comme je dis, peut-être qu'il n'y a pas assez de valeur ou de vision de mise sur le fait que c'est un travail d'équipe plutôt que toujours dire c'est l'équipe de telle personne. C'est pas vrai, c'est une équipe à 4. Moi, je veux savoir, tu sais, comme rendu à un certain niveau, là, la préparation pour jouer comme des gros matchs, comme des championnats ou peu importe, y a-t-il une grosse préparation, mettons, exemple, un entraînement hors glace ou des vidéos à visionner comme, si on se prend contre eux autres, il faudrait visionner leur stratégie ou peu importe, ou c'est, comment que ça, la préparation dans le fond? Oui, ben écoute, bon, je vais y aller là, par étape de ce que tu viens de me dire. Au niveau de la préparation physique, bon, écoute,
c'est sûr, là, tu sais, l'image du curling, c'est le bonhomme avec la bédaine, là, qui joue avec un petit chapeau avec des pompons. Ça c'est juste Chap. Ça, c'est juste Du monde de même, les championnats canadiens, t'en vois pas. Puis même si vous regardez la télévision présentement, ce qu'ils jouent, là, c'est les dames qui jouent. Les filles sont en forme, puis c'est ça, c'est des jolies dames. C'est Puis les gars, à ça, sont rendus en forme, ont des programmes d'entraînement. Écoute, c'est cuts, c'est shapes. Avant d'embarquer ces glaces, ils font du, pour stimuler leur cardio, là, du vélo stationnaire, en sortant la même affaire, un peu comme un joueur de hockey. Tu sais, chose que je ne voyais pas, moi, quand j'ai commencé les années 90, début 2000. Il n'y avait pas ça. Il y avait encore des cendriers sur le bord des glaces. Il y avait ça dans les ligues sociales avant. Pas championnat canadien. Mais, tu sais, fait que oui, il y a une préparation physique qui se fait surtout dans l'entre-saison. Moi, je pratiquais beaucoup aussi lancer des pierres dans les clubs de curling pour vraiment être up-to-date puis en forme avant d'arriver là-bas. Curling, il y a énormément de préparation mentale. Un sport que j'aime beaucoup référer pour le curling, je ne sais pas si vous jouez au golf. Mm-hmm. Quand ça commence à aller mal au golf, là, tu sais, hockey, c'est un sport action-réaction. Tu embarques, tu manques la puck, tu manques le net, tu retournes au banc, tu essaies de reprendre ton souffle. Après ça, le coach te retape sur l'épaule, tu rembarques. Tu sais, le curling, là, si tu manques ta dernière pierre, mettons, je manque ma dernière pierre du bout, j'ai 15 à 20 minutes avant de relancer ma prochaine. À ruminer ça, puis à te le retourner dans la tête, puis à dire j'aurais dû faire ça, puis ouais. Exactement. Il y a vraiment, là, au niveau psychologique, là, c'est un des sports, je trouve, qui est plus demandant, justement, à l'effet que des fois, tu as des longues périodes à pouvoir ruminer quelque chose que tu as mal fait dans un match avant de avoir à te réexécuter. Puis là, il faut que tu sois capable de mettre ça en arrière. C'est pas facile. Fait qu'il y a beaucoup de préparation mentale qui était faite avec nos entraîneurs, comment bien nous préparer. Tu te rentrer dans ta fameuse bulle qu'on appelle, là, où est-ce que tu deviens quasiment invincible. Rentrer dans une bulle sportive, là, ça ne se fait pas comme de même. Des fois, tu es capable, puis des fois, ça ne fonctionne pas. Mais avec des outils, tu maximises tes chances d'y arriver. Puis au niveau de la préparation, tu me demandais, Chin, beaucoup de la préparation se faisait, je te dirais, dans les tournois de préparation avant, où on joue souvent contre les équipes qu'on va voir au championnat canadien. On apprend à voir c'est quoi leurs forces et leurs faiblesses. Puis le deuxième outil qui est utilisé, c'est les tournois qu'on voit à la télévision. Quand je ne vois pas, je regarde du curling à la télévision, je vois deux joueurs, deux équipes, je sais que je vais rencontrer éventuellement, je regarde leur style de jeu, c'est quoi qu'ils préfèrent, c'est quoi qu'ils n'aiment pas. Fait que là, quand j'arrive contre eux, ben là, ça me donne des points de référence. Okay. Tu sais, tu as été longtemps le point de référence au Québec. Tout le monde voulait t'affronter en finale provinciale. Il y a 2-3 ans, tu as décidé de prendre une pause de la compétition. Je sais que ta femme, c'est une élite de curling aussi, là, qui a joué, Annie qui a joué avec Marie-France aussi. Donc, oui. Les deux qui sont allés au championnat canadien assez souvent. C'est quoi les raisons de ta pause? Les raisons, ben il y en a plusieurs. Je peux te donner à répétition. Ben il y en a un, écoute, on a deux jeunes enfants. On avait deux jeunes enfants, on les a encore, on est un peu plus vieilles, mais tu sais, un moment donné, partir 2 week-ends sur 3 puis laisser ta conjointe à la maison, qui était une joueuse émérite elle aussi, puis elle avait décidé de sacrifier sa carrière, me sentais mal un peu de toujours continuer. Ton père en avait 5, ça ne l'a pas empêché. On ne va pas compétitionner avec il y avait cet événement-là, cette situation-là. Il y avait le fait aussi, comme je disais, je suis arrivé à la fin de ma carrière, puis mon équipe a joué probablement l'équipe la plus forte que j'ai eue de ma vie. Si je compare là, en termes d'années, on était rendus genre 18e au monde, puis j'ai déjà été 8e. Ça veut dire que les autres équipes, ils nous dépassaient. Puis la raison qu'ils nous dépassaient, c'est des équipes qui étaient funded, financées, peu importe, par des gouvernements. Fait que ces gens-là ne travaillaient pas. Nous autres, j'aime nous voir comme les derniers guerriers qui étaient capables de tenir tête aux professionnels, mais qu'on avait des jobs. Mais ultimement, je veux dire, je travaille 5 jours semaine, je ne peux pas passer 4 après-midi sur des glaces à pratiquer. Fait que même si moi, mon niveau, il montait parce que je continuais à être pratiqué et ça, eux autres, ils s'en allaient plus vers le haut. Fait que
me suis dit, bon, tant qu'elle était 20, 25e au monde, j'ai eu une bonne ride, là. Merci, bonsoir, on passe à autre chose. Ouais, Fait que juste, tu fini. juste pour expliquer au monde là, pourquoi que ça prend du temps à jouer compétition, c'est souvent les tournois, ils durent 5 jours. Ça prend un employeur qui laisse aller jouer les joueurs de curling élite. Tu pars le mercredi, puis tu joues jusqu'au dimanche. Puis tu as ça à toutes les fins de semaine durant la saison de curling ou presque. Ben, écoute, c'est un bon point, mais j'ai oublié de le mentionner, puis c'est un autre élément aussi. J'ai joué compétitif curling, là, très haut niveau, dès que j'ai gradué des juniors qui est 19 ans, dès que je suis arrivé sur le monde du travail, jusqu'à l'âge de 38 ans, j'ai pris 3-4 semaines de vacances. Tout le reste de mes vacances, j'ai passé pour des tournois de curling. Quand tu es jeune, c'est le fun, c'est ça. Mais là, quand tu arrives proche de la quarantaine, tu sais, à un moment donné, plus fatigué, là, des vraies vacances, ça ferait du bien. Puis tu as les enfants. À un moment donné, je me suis dit, bah, écoute, je pense que moi, mes vacances, je suis rendu au moment où je veux les prendre pour passer du temps avec mes amis, ma famille, et tout ça. T'es-tu encore capable de jouer pour le fun? Il y a beaucoup de professionnels qui, quand ils arrêtent, quand ils font une pause, font comme. Je pense à Alexandre Despatie, qui n'a jamais replongé de sa vie quand il a arrêté de la compétition. As-tu des petits vendredis avec ta blonde à t'amuser à jouer encore ou c'est fini? À jouer au curling, non? Non, moi, je suis capable de faire ça. Même, je te dirais que quand je jouais compétition, je passais toutes mes vacances pour les tournois de curling compétitifs. Puis j'avais mis de côté des tournois qui sont plus genre vraiment tournois de steak et bière puis s'amuser avec des amis. Ça, je ne pouvais plus en faire. Puis honnêtement, ça me manquait parce que je trouve que ça fait partie du curling aussi, l'aspect vraiment social. Puis depuis 3 ans, mais ça me permet là, de refaire ça, si on veut. Là. Ça me suffit. Tu sais, des fois, tu te dis, bon, je joue une bonne game. Là, hey, je serais capable de recommencer, mais je pense que je suis passé à autre chose. Ben, ça me ferait plaisir de jouer contre toi si tu veux booster ton ego, parce que c'est sûr que tu vas me clencher. Surtout que si je me fie à ce que tu as dit tantôt, si c'est comme le golf, le curling, mais les boys ici m'ont déjà vu jouer au golf, fait que ça va être divertissant au bout de le curling. Là, Non, mais toi, Hugo, tu serais là pour les parties après, parce qu'on en parlait un peu avant de te recevoir. Est-ce que c'est vrai que cette culture-là de party dans le monde du. Puis toi-même, tu l'as dit quand vous avez gagné le Brier, ça a été une méchante grosse soirée. J'ai l'impression que les joueurs de curling sont très près de leurs partisans, puis ça s'est déjà vu, du moins, des parties où les fans sont rendus avec les gars, avec les filles, à prendre une coupe de bière. Là, je me trompe-tu? Ou? Ouais, écoute, je te le cacherai pas, le curling, c'est un sport qui est extrêmement social. Là. C'est sûr, tu sais, quand nous autres, on allait au championnat canadien, on se concentrait là-dessus puis tout ça. Mais quand c'est fini, c'est fini. C'est une grosse communauté. Puis il y a beaucoup de social qui se fait, puis c'est des beaux parties qui sont le fun. Surtout au Québec, tu sais, comme je disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. Fait que quand tu vas dans les tournois, c'est souvent les mêmes équipes qui reviennent. Fait que ça devient comme une petite communauté. On se connaît tous, puis on aime ça avoir du fun ensemble. Moi, je pense que Chap, il joue pour le party, dans le fond. C'est ça? Oh oui. Il est bon, Chap, là. Colin, on l'appelle le magicien à Chelsea. Ouais, ben, c'est ça qu'on se posait, là, comme question. Il est-tu vraiment bon? On a entendu des légendes, des histoires, ça allait comme... Oh, là, t'es là pour nous... Il fait des choses que je ne pouvais même pas imaginer. Ouais, ça, il fait ça au Pine aussi, ça. Fait que pareil. Non, on a bien du fun quand on joue ensemble. Tu sais, justement, tu parlais de jouer curling social, c'est un peu ce qu'on fait le mardi à Chelsea. Tu sais, on a du fun avec nos 2 autres coéquipiers. Tu sais, on essaye de gagner, on se force, mais en même temps, je veux dire, faut rire, puis... Il faut être là pour le plaisir aussi. Là. Exact, tout à fait, Ouais. tout à fait. Puis mettons qu'on voudrait commencer, là, si demain matin, tu sais, Fontana, Chin, puis moi, on n'a jamais joué, on veut commencer à jouer récréativement, y a-tu des... Je vais t'arrêter là-dessus. J'ai joué une fois, moi. Ah, ouais, OK, ouais. Puis j'ai joué contre Chap. Ah, OK, ouais, puis... Et je pense que j'ai gagné, moi. C'est la seule fois que je jouais. On le dira pas trop fort. Puis en plus, j'avais une bière dans les mains. Non, mais t'es pas pour le curling. Non, mais... On avait organisé une journée d'initiation avec à Tursault, là, puis on avait eu du fun là-bas, là, puis on a fait une petite compétition là, de lancer au bouton. Puis
Chen l'avait eu sur le bouton, moi je l'avais eu aux 8 pieds. Fait que là, il la compte, ça fait 5 ans de ça, puis il la raconte tout le monde. Mais Après, pour ça le vrai, retraite direct là. pour le vrai, c'était bien le fun. J'ai bien aimé ça, puis c'est sûr qu'on va le refaire, là, Ah, Chap. c'est pour ça que je dis ça, ça a l'air cool. Je vais essayer de jouer au curling. J'ai tout le temps voulu essayer de jouer au curling. Ouais. Ben, C'est le fun, honnêtement. Je veux dire, tu sais, si t'as quelqu'un qui te connaît ça, qui te montre ça un peu, tu comprends à bord. Après ça, tu regardes la télévision, tu sais, au lieu de voir des bouilloires en métal sur des ronds, là, tu es capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Puis, c'est assez surprenant. Quelqu'un qui commence, il va se rendre compte que le lendemain, là, il va être raqué à des endroits qu'il ne s'imaginerait pas qu'il peut être raqué. Là. Ouais, Ben, au ben, père, hein, après. Ketchup, il a rejoué. Ketchup, il a rejoué pour la première fois, là, je pense les mardis, justement. Là, et il m'a appelé après, il dit je suis brûlé, j'ai mal partout. Je dis qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai balayé, je suis pas carré. J'ai même pas ça au bar. Je suis chez vous. Hey, Jean-Michel, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir aujourd'hui dans le podcast Les Mêlés du Sport. Je pense que ton parcours est inspirant. En tout cas, moi, personnellement, tu m'as donné le goût d'essayer de jouer au curling. Puis oui, en effet, avec la conversation qu'on a eue aujourd'hui, on va voir ça peut-être d'une autre façon que des gars qui pichent des bouilloires puis qui balayent ça sur la glace. Fait qu'écoute, un immense merci d'avoir pris le temps de nous jaser aujourd'hui. C'est tout le temps qu'on a. Nous, on va se retrouver pour un prochain podcast, Les Mêlés du Sport. Entre-temps, si vous avez des commentaires, des suggestions, on est toujours bien ouverts. Vous pouvez les marquer sur nos pages des médias sociaux, autant sur Facebook que sur Instagram. Les vidéos sont sur YouTube aussi. On travaille sur d'autres projets. Si vous avez des invités, si vous voulez commenter le look à DJ Fontana, il n'y a pas de trouble, c'est là que ça va se passer. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On vous retrouve dans 2 semaines pour un autre podcast. Hein, ouais, tu peux pas te défendre, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, la job. Là, ça aurait été le temps que ton bouton soit à mute. Hein. Là, ça aurait été OK, là, je le mets à mute. OK, ciao! Hey, Jean-Michel, j'ai une autre question. Oui. Si jamais, là, ben, comme avec Chap, on va reproduire un petit événement de curling, là. Ça serait le fun que tu sois là. Ça me ferait plaisir. Si on t'invite, ouais, excellent. Tu vas pouvoir nous montrer comment jouer. Ouais. Je vais pouvoir vous montrer quand Chap il lance, là, c'est ça qu'on appelle la magie. OK. Les mêlés du sport arrivent en renfort. Ça va brasser fort, t'es mieux pas être en retard. Y'aura pas de temps mort, veux-tu savoir le sport?